Je prends juste quelques instants avant le début de cet épisode pour vous faire une petite annonce. Je suis hyper heureuse de partager avec vous le lancement d'un nouveau projet et qui va peut-être vous changer la vie. En tout cas, ça a changé la mienne, en fait, d'une certaine manière. Ce projet était en fait simplement me dire que j'allais partager au plus grand nombre tout ce que cette enquête que je mène autour du beau depuis plus de 170 épisodes m'avait donné à voir, à comprendre et surtout à découvrir. Je lance l'index Où est le beau, qui est la liste de celles et ceux en qui j'ai confiance et qui pour moi, avec mes critères, font les choses bien. Ça fait des mois et des mois que je passe tout ce que je croise, toute l'offre en fait aujourd'hui de ce qui peut rentrer dans une maison à la moulinette, au prisme de ce que j'ai compris, au prisme aussi de ces fausses bonnes idées éco-responsables et même sur le greenwashing. Depuis plus de 2 ans en fait avec au compteur 2 expositions, des centaines de demandes d'interviews et de dossiers de presse reçus, avec à chaque fois une étude attentive de tout ça. Aujourd'hui, pour y voir plus clair et éviter un petit peu ces pompiers pyromanes qui, par ignorance sûrement, mais brouillent les pistes sans grande authenticité, j'ai eu envie de partager mes coups de cœur aux démarches soutenables et sincères. Donc c'est un index dans lequel Où est le beau endosse un peu le rôle de tiers de confiance. Et à la manière d'un projet d'intérêt général, d'utilité sociale, je partagerai donc cette sélection ultra pointue des belles choses écologiques, non pétrosourcées et non toxiques pour la maison. On va commencer avec des matériaux, des objets, du mobilier, des accessoires. Dans cet index, vous ne trouverez pas de choses en plastique, par exemple, ni de produits qui auront fait 3 fois le tour de la planète. Vous trouverez en revanche des produits qui n'utilisent pas de matériaux pétrosourcés, qui ont éliminé les trucs les plus toxiques de leur composition. Et à l'heure où on sait la toxicité de toutes les résines, les cols, les solvants, les vernis, et où finalement on peut plus vraiment ignorer leur dangerosité, eh bien tout un tas de personnes aujourd'hui proposent des alternatives. Donc ils prennent leurs responsabilités, réfléchissent, investissent sur des pratiques qui cessent vraiment d'impacter négativement notre monde en fait, les milieux naturels, la biodiversité, les paysages, et puis aussi le quotidien des gens en fait, des populations à l'autre bout du monde ou même juste dans la rue d'à côté. Donc ils font preuve de bon sens en utilisant des matériaux à l'extraction soutenables, ils sont attentifs au cycle de vie. Bref, ils s'autorisent pas à impacter négativement notre monde. Alors c'est normal, vous me direz, moi je suis très très d'accord avec vous. Et donc c'est justement pour ça que j'ai eu envie de les rassembler en fait dans l'index. Derrière tout ça, il y a des heures et des heures d'échanges téléphoniques avec les sélectionnés, des tonnes de questions que je leur ai posées. Vous commencez à me connaître, je pense que voilà, c'est un peu mon truc les questions. Et j'ai dû laisser passer beaucoup de jolies choses en fait qui répondaient pas à mes critères aujourd'hui en tout cas. J'espère que ces personnes trouveront très vite des solutions pour rejoindre les Dream Team sélectionnés. Et puis il y aura aussi un annuaire de profils de personnalités engagées, donc des architectes d'intérieur, des décos, des photographes, des scénographes. Bref, tous ces gens qui travaillent aussi avec attention et qui partagent les valeurs fortes qui sont celles de Où est le beau aujourd'hui. Cet index est live, il est à découvrir dans l'onglet guide du compte Instagram Où est le beau et sur mon site www.ouestlbeau.com. Vous savez, la fonctionnalité guide sur Instagram, c'est l'onglet avec le petit livre ouvert. Donc du coup, vous cliquez et puis la magie vous attend 7 guides où trouver une vraie belle pièce signée, où trouver celles et ceux qui travaillent la couleur sans pétrochimie, où trouver de beaux meubles en bois massif non toxique, où trouver une belle parure de lit qui fait économiser des milliers de litres d'eau, où trouver un beau luminaire sans plastique. On a aussi où trouver de beaux objets à impact social et environnemental positif. Et enfin, où trouver des matériaux qui ne flinguent pas la planète. Je vous remets les liens dans les notes de cet épisode. J'ai très très hâte que vous le découvriez. Frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature.
Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Frimer en balade et on part direction le pourtour méditerranéen. J'ai envie de vous parler d'un arbre très connu dans les paysages de Toscane et notamment aussi en Provence. C'est le cyprès. Alors ce conifère se repère facilement à sa forme allongée, comme une grande colonne toute droite. Il est toujours vert. C'est un arbre que je trouve assez spectaculaire et vous allez voir, tout ce qu'il est capable de faire, c'est complètement incroyable. Alors côté forme, donc il est d'une simplicité déconcertante, il est comme ça droit comme un i, envers et contre tout, une présence un peu sans égale, il est là, stable et ancré dans le sol malgré sa grande taille, mais évidemment tout ça a une fonction parce que donc le beau inutile dans la nature, ça n'existe pas. Il est donc très utilisé dans les régions du sud, qui sont, elles, énormément soumises au vent, pour protéger justement les cultures, etc. Casser un peu ce mistral, ces bourrasques, et venir préserver des zones ou d'autres végétaux. Après, ça peut être des cultures de maraîchage, des arbres fruitiers, mais aussi de la lavande, etc., puissent pousser au calme, comme ça, en toute tranquillité. Alors, allons le découvrir d'un peu plus près, et promis, dans moins de 5 minutes, on sera prêt à frimer en balade. À quoi il ressemble alors vraiment ce cyprès ? En fait, il existe 2 catégories de cyprès qu'on appelle dans le langage courant le cyprès mâle, donc pas vraiment allongé finalement, lui il est plutôt évasé en bas, il a un peu la forme d'une poire. Et on a ensuite le cyprès femelle, sur lequel on va jeter notre dévolu ici dans cet épisode. Et donc c'est celui-ci qui a cette forme allongée. Alors là, je vous dis mâle et femelle, mais en soi, on s'en fiche un peu parce que, en vérité, le cyprès est un arbre monoloïde. Ça veut dire qu'en fait, il va porter à la fois des organes mâles et des organes femelles sur le même pied. Il peut mesurer cet arbre entre 20 et 40 mètres de haut. Côté épaisseur, donc il est pas très large, je sais pas moi, à peu près max 2 mètres d'étalement environ. Il est très ramifié, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de branches, en fait de rameaux comme ça qui poussent, et alors qui poussent vers le ciel. C'est assez beau de dire que toutes ces branches ont pour cap le ciel, les ciels, les étoiles, tout ça. Il y a que en fait dans sa partie inférieure où on voit vraiment son tronc, un peu comme à nu quoi. Et donc par la même occasion là son écorce, qui est de couleur grise, assez fine, crevassée. Moi, je trouve que c'est vraiment une écorce qui est très belle. Alors, on la voit pas beaucoup, du coup, parce qu'on voit surtout ses feuilles et ses rameaux. Mais quand on fait attention à son écorce, elle est vraiment hyper belle. Ces rameaux, eux, donc, sont en fait ces petites branches-là qui sont assez courtes. Et les feuilles sont marrantes parce que, alors, elles sont imbriquées les unes aux autres sur ces rameaux fins. Et elles ressemblent pas vraiment à des feuilles classiques, vous voyez, plates, rondes, ovales, en forme de cœur, etc. Non, là, on est plutôt sur une feuille qui ressemble presque à du corail. En fait, ce sont un peu des tiges volumineuses et texturées, en fait. Enfin, volumineuses, on s'entend, mais texturées en tout cas. En fait, c'est comme une multitude de petites écailles triangulaires, comme ça, qui mesurent environ 2 à 6 mm, qui sont collées les unes aux autres, tac, tac, tac. Et donc là, ça forme cette tige qui rappelle donc le corail ou alors, vous voyez, un peu, je sais pas si vous avez déjà croisé ces petits animaux, mais les gorgones, qui sont un peu comme ça, filandreuses. C'est très particulier. J'ai lu que ces feuilles du cyprès persistaient entre 2 et 4 ans en général. Donc comme c'est un conifère, il a donc ce feuillage qui est persistant. Ça veut dire que ça tombe pas ni en automne ni en hiver. Elles ont cette couleur un peu vert gris bleuté en fait. C'est vraiment assez particulier et avec le soleil aussi, il y a parfois des petites nuances qui sont très très belles. J'adore aussi son odeur du cyprès. Et alors du coup, il fait des fleurs et des fruits. Les fleurs, on les trouve à partir de la mi-avril environ. Elles sont tout au bout des rameaux. Elles sont toutes petites et en fait, elles diffèrent selon qu'il s'agit d'un cyprès dit mâle ou femelle. Et pour le cyprès femelle, là, dont on est en train de parler, ces fleurs sont plutôt vertes et elles seront plutôt ocre pour les mâles. La pollinisation se fait par le vent. Je crois d'ailleurs que le cyprès fait partie des espèces les plus allergisantes. Et ensuite, ces fruits, alors à quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Eh bien, les fruits du conifère sont assez caractéristiques. En fait, ils forment des cônes. En fait, c'est en gros comme un peu l'équivalent de la pomme de pin pour le pain. C'est un peu la même idée, vous voyez. Mais pour le cyprès, pour le cône mâle, on va plutôt avoir quelque chose qui ressemble à une olive. En gros, c'est plus long que large, en fait. L'idée, c'est ça, retenez ça. C'est plutôt beige, un peu comme la couleur du liège.
Et pour le cône femelle, lui, il a plutôt une forme d'œuf, donc vraiment comme un globe en fait. Et dessus est dessiné, alors c'est assez marrant, est dessiné comme en fait des écailles pentagonales. C'est assez beau. Il mesure à peu près 2 à 3 cm, vous voyez. Donc c'est pas du tout le même format, c'est pas du tout comparable aux pines de pin, vous voyez, qui sont beaucoup plus grosses. Et ces fruits donc sont d'abord verts, et puis en fait ils vont brunir quand ils mûrissent. Et évidemment, dans ces fruits, il y a les graines du cyprès qui, elles, sont assez petites, elles mesurent entre 4 et 7 mm de long. Et donc, voilà, le vent a ce rôle justement de pouvoir disperser tout ça et pour que l'espèce puisse se multiplier. Comme je vous le disais, cet arbre est très présent autour de la Méditerranée. Il adore le soleil sur son feuillage. Il craint le froid en revanche. Il gèle en dessous de 15 degrés. Quand il fait moins 15, voilà, c'est plus compliqué pour lui. Et il y a une histoire qu'il faut absolument que je vous raconte, qui est incroyable. Figurez-vous qu'en 2012, au fin fond de l'Espagne, un incendie se déclare et ravage une forêt complète. Et au petit matin, les pompiers constatent qu'en fait, il y a un îlot de verdure qui a été préservé, conservé intact et protégé du feu. Cet îlot n'était rien d'autre qu'une colonie de 946 cyprès, rien que ça. Et donc, ensemble, en fait, ils ont survécu. Ils n'ont pas brûlé, en fait. Comment est-ce que la science explique ce phénomène ? Eh bien, on en avait déjà un peu parlé, en fait, avec Francis Allais, ce botaniste merveilleux que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans le podcast. Là, je vous mettrai d'ailleurs le lien de son épisode dans les notes. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsque le cyprès sent autour de lui que la température se rapproche de 60 degrés, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il dégaze. En fait, il envoie dans l'air tout ce qui est inflammable en lui. En fait, comme ça, il s'autoprotège finalement. Il se dit, comme si on était coincé sur un bateau puis qu'on jette à l'eau tout ce qui peut nous faire couler. C'est un peu ça. Et en même temps, ce qui est assez merveilleux, c'est que ce gaz, en fait, ces particules volatiles odorantes, avertissent aussi les copains un peu plus loin qu'il faut aussi, qu'il y a un feu qui est à l'approche et que ce serait peut-être une bonne idée pour eux aussi de dégazer à leur tour pour qu'ils puissent justement échapper aux flammes. Donc c'est vraiment assez incroyable, je trouve, cette histoire parce que on n'en parle pas assez. Et là, on a vraiment une espèce qui se défend d'une manière complètement inédite. Et voilà, c'est un peu passé inaperçu, mais je trouvais que c'était vraiment pertinent de pouvoir vous le partager. Aujourd'hui, donc un peu partout en Méditerranée, on décide de planter ce pompier végétal presque. Et c'est complètement formidable, quoi. Son bois, lui, il est très dense. Les ébénistes l'adorent parce qu'il est presque imputrescible. Les Romains et les Grecs l'utilisaient déjà pour construire leurs navires, les portes des temples. Je crois que les grands guerriers aussi romains étaient enterrés dans des cercueils en cyprès. Il a aussi, on l'a vu au début de cet épisode, il est assez beau, donc il y a certaines personnes qui vont l'utiliser comme arbre un peu ornemental. Souvent dans des grandes propriétés en Provence, on voit ces allées de cyprès qui emmènent à la propriété. Il est utilisé, comme je vous le disais aussi au début de l'épisode, en brise-vent. Donc il se forme, c'est ultra efficace contre le Mistral. Surtout dans un contexte où aujourd'hui il y a de moins en moins de haies parce que progressivement, voilà, on a enlevé tout ça pour l'agriculture et l'urbanisation. Son bois dégage aussi une odeur forte, un peu comme celle de l'encens en fait. C'est d'ailleurs pourquoi on extrait de l'huile de cyprès pour en faire du parfum. Cette huile essentielle a une note vraiment boisée et fraîche et elle est surtout utilisée pour les parfums masculins. Côté symbole, le cyprès est associé à la mort et au deuil. Dès l'Antiquité, des cyprès étaient plantés près des sanctuaires et des tombes. Mais c'est assez étonnant que cette image lui colle à la peau. Parce que finalement, lui, il est d'une longévité incroyable, cet arbre. Il peut vivre plus de 1000 ans. Et le fait qu'il soit vert toute l'année, qu'il porte des fruits toute l'année, ça en fait peut-être finalement davantage un symbole de vie, de longévité, voire d'éternité. On retrouve aussi donc le symbole du cyprès dans certaines religions. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter la Sagrada Familia à Barcelone, mais il est représenté au niveau des colonnes de cette magnifique cathédrale. C'est aussi le symbole de l'hospitalité, l'eau, le couvert, le toit, parce qu'il y a vraiment quelque chose de chaleureux, de sécurisant chez le cyprès. C'est vraiment la force tranquille. Donc voilà, j'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses dans cet épisode. On se retrouve très vite pour de nouveau frimer en balade. Je vous embrasse.